Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau casse-croûte. Donc effectivement, on a décidé aujourd'hui d'aborder de manière frontale les levées de fonds avec un angle disruptif. Donc on a pris volontairement ce terme qui est souvent galvaudé, mais parce qu'on a voulu le prendre vraiment au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vise à vous parler de modes de levée de fonds qui sont encore en élaboration pour certains, qui sont encore vraiment en travail, dont le cadre législatif et réglementaire n'est pas forcément tout à fait établi, et c'est ça qui est intéressant, mais qui ouvre vraiment des perspectives réelles, novatrices, en termes de possibilités de financement, notamment des PME, comme on va le voir au fur et à mesure de l'exposé. Les différents outils de levée de fonds, donc le premier point, c'est de rappeler quels sont les levées de fonds classiques, ou les outils de levée de fonds classiques, on aurait pu dire. Donc vous connaissez un peu les types d'investisseurs qu'on rencontre aujourd'hui dans nos opérations de levée de fonds. Hein. Un peu dans l'ordre chronologique généralement des levées de fonds et dans l'ordre un peu d'importance des levées de fonds. On rencontre bien évidemment d'abord souvent le love money, le friends and family. Donc on connaît tous ce mode de financement qui est le financement du premier tour de table, hein, généralement, qui est le financement du moment où on n'a pas forcément encore la crédibilité pour aller chercher des fonds venant d'institutionnels, ni des fonds bancaires, bien évidemment, encore une fois, ça on s'en doute, et sur lequel on a, quand on a encore un risque élevé par rapport au projet, qu'on a besoin d'aller chercher au plus près du financement. Donc c'est un financement assez limité, sur des apports relativement faibles, et qui se font souvent d'une manière assez rapide et pas forcément très encadrée. On a ensuite, bien sûr, les fonds d'amorçage. Là, on rentre aux côtés des business angels, c'est un petit peu les mêmes étapes, sur des modes organisés de levée de fonds. Donc, fonds d'amorçage, c'est ceux qui viennent effectivement sur ce, entre guillemets, deuxième tour de table, mais qui est un peu aussi le premier tour de table, c'est-à-dire après le Friends and Family, après l'apport en capital des fondateurs, on va avoir l'entrée en piste des fonds d'investissement qui sont là pour amorcer. Donc ceux qui acceptent de rentrer avec un niveau de risque encore assez élevé au sein des entreprises pour aller apporter des fonds et qui vont généralement aussi permettre un accompagnement. Hein, c'est ça qui est intéressant souvent sur ces fonds d'amorçage, puisque ça peut être des fonds souvent semi-publics, on a des fonds adossés à des banques, et des fonds qui sont souvent adossés par exemple à des régimes d'incubateurs, on pense à ça, qui permettent d'aller vraiment accompagner les créateurs dans ces premiers fonds d'amorçage pour aller développer le produit, développer l'idée, et chercher les fonds nécessaires à permettre d'entamer derrière une production éventuellement du produit, de l'idée et de ce que la start-up, quand on parle en tout cas de financement de start-up, cherche à développer. Sur les outils, on les connaît aussi. Hein, y a la souscription bien sûr directe au capital. Donc on connaît tous cet outil. Hein, c'est l'entrée directe au capital du fonds d'investissement ou des investisseurs, avec un problème de dilution, de mise en place de packs d'associés, de clauses protectrices à la fois pour l'investisseur et puis pour les fondateurs. Donc tout un ensemble de dispositifs qui sont souvent longs et très compliqués à mettre en place. Le prêt obligataire, alors le prêt obligataire, hein, on rappelle les obligations convertibles, et notamment, c'est-à-dire le prêt obligataire en lui-même n'est pas forcément adossé à une possibilité de conversion, mais on a souvent aussi l'outil d'obligation convertible qui est utilisé avec un prêt obligataire adossé à une possibilité de convertir en action ou en part sociale le prêt au terme du prêt obligataire. Les BSA, BSAR, donc un outil qu'on développe, le BSAR étant un outil plus récent qu'on tend à commencer à avoir dans nos opérations. Donc le bon de souscription d'action. Donc le bon de souscription d'action, je rappelle très rapidement que c'est un bon qui permet à terme, contre un achat, d'acheter un titre de la société contre une valeur qui est normalement préétablie. L'intérêt du BSAR, c'est que lui, il va permettre d'acheter à terme un titre de la société, mais à une valeur qui n'est pas établie, qui sera établie selon un événement futur incertain, notamment souvent, en principe, une deuxième levée de fonds qui va intervenir derrière l'émission des BSA. Et en fonction de cette levée de fonds, il y aura une décote appliquée de manière à favoriser le porteur de BSAR, de manière à lui permettre de souscrire de manière plus favorable qu'au tour qui ouvre droit à sa souscription de titres de la société. Ça, c'est un outil qu'on va voir se développer très rapidement dans les mois à venir, parce que maintenant, la pratique vient, on a les outils, les avocats commencent à travailler dessus, et puis tout l'entourage. Et c'est très flexible, effectivement. Voilà pour ça. Et puis, bien évidemment, on a l'introduction en bourse, qui est le dernier volet. Bon, là, j'ai peut-être pas besoin de vous décrire ce qu'il en est, mais bien évidemment, c'est rentrer sur le marché avec une offre publique d'achat,
ce qui en anglais, hein, on le rappelle, l'acronyme est important parce qu'il va permettre de voir ce que l'on a développé dans les nouveaux outils dont on va vous parler après. L'IPO, l'Initial Public Offering, qui permet d'être vraiment l'entrée en bourse de la société et sur laquelle on a des grandes évolutions aujourd'hui. Donc, après avoir parlé des levées de fonds classiques, on va passer un peu plus à tout ce qu'on pourrait, à ce que certains ont appelé au départ la crypto-finance, donc les ICO, les STO et l'ITO, qui est un outil qui a été créé par notre voisin de gauche, qui pourra vous en parler un peu plus précisément. Donc l'ICO, qu'est-ce que c'est? L'Initial Coin Offering, donc c'est ce qu'on a appelé un actif numérique. On verra après, plus tard, comment est-ce que ça a été développé. Donc, en fait, grosso modo, si on peut expliquer simplement ce qu'est un ICO, c'est une sorte, on pourrait jouer entre un instrument financier et du crowdfunding. En fait, on va émettre un token, un token, qui vous permettra, après une certaine période, de pouvoir obtenir un droit d'utilisation d'un service ou d'un bien. Voilà, vous allez avoir une sorte de titre qui s'appelle le ICO, qui permet effectivement, notamment à des startups, de pouvoir lever des fonds quand elles ont un projet, un produit sympathique à développer, un bien particulier, de pouvoir voir si ça fonctionne aussi un peu, de pouvoir obtenir aussi de l'argent, des levées de fonds via l'ICO. Ce n'est pas une monnaie. On l'acquiert via des crypto-monnaies, donc pas en euros, donc c'est des choses qui sont importantes à savoir. Attention toutefois avec l'ICO, c'est que l'année dernière, on a connu malheureusement... il y a eu une sorte de fort engouement sur l'ICO. On a malheureusement connu une grosse chute du marché. Donc quand on veut... les entreprises qui souhaitent émettre des ICO peuvent avoir des difficultés à trouver des investisseurs. Et les personnes qui sont intéressées pour acheter des ICO devront faire quand même un petit peu attention sur... l'entreprise pour lesquelles ils souhaitent acquérir, qui n'auront pas en fait tout cet audit qui sera fait notamment dans le cadre d'ITO, comme vous expliquera tout à l'heure Marc. Au Q1 2019, il y a eu 100 ICO à peu près qui ont réussi, c'est 3 fois moins qu'au Q4 2018. Les montants levés, c'est 500 millions d'euros dans le monde. Au Q1 2019, ça a beaucoup ralenti, mais ça a ralenti pour les raisons avec l'avenue des STO, aussi la réglementation qui est en train de se formaliser, donc il y a un attentisme, et on attend tout ça pour avoir tous les projets arriver. Et juste un exemple que je donne souvent aux personnes qui n'ont jamais entendu le mot ICO pour bien imaginer ce que c'est. Par exemple, si vous êtes une société, une foncière immobilière, vous allez créer des logements pour faire du coworking. Vous n'avez pas les moyens de financer cet immeuble. Vous allez prévendre des jetons. Une personne qui achète un jeton à l'instant T0, il aura le droit à utiliser par jeton 1 heure dans votre espace de coworking qui n'est pas encore construit, qui n'est même pas encore créé. Et 10 ans après, il pourra utiliser ces jetons pour louer la place. Et entre-temps, il aura accès à des bourses d'échange où il pourra le revendre. Et donc, c'est comme du crowdfunding, sauf qu'on a une liquidité entre l'événement d'utilisation de jetons. Ensuite, le STO, le Security Token, alors qui sera un peu différent et qui ne sera pas qualifié d'actif numérique, on reviendra aussi ensuite là-dessus, qui ressemble plus en fait à un titre financier numérique. Grosso modo, on est sur des choses qui sont un peu plus simples. Alors en France, ça commence à peine à arriver. C'est très très connu aux États-Unis, à Londres, en Suisse, un peu moins en France. Donc en fait, l'STO, grosso modo, c'est votre titre financier que vous aviez avant, vos actions, vos obligations, qui vont avoir en fait une valeur, ce qu'on appelle une tokenisée. On va avoir une tokenisation d'un instrument financier classique. Que vous allez pouvoir de même acheter via crypto-monnaie et qui permettra aussi à des entreprises de lever des fonds. L'avantage que ça peut présenter par rapport aux actifs, aux titres financiers classiques, donc des actions classiques, c'est qu'on aura aussi une sorte de système de calcul automatique. Donc vous pouvez avoir des STO qui vous donneront droit entre guillemets à des actions totales, mais également des STO qui pourront vous donner droit qu'à des dividendes ou qu'à une partie des dividendes, qu'à des droits de vote ou qu'à des simples droits financiers. Donc c'est un peu le jeu qu'on peut avoir aussi avec l'ICO. Et on aura un système de calcul automatique. Donc il y a une sorte d'algorithme assez particulier qui est créé au moment de la levée de fonds. Et à partir du moment où une allocation de dividendes sera possible, il y aura un système de calcul automatique et de paiement automatique. Donc on sera plus sur ces systèmes un peu lourds qu'on peut connaître en France, où on peut avoir un décalage entre le paiement du dividende, enfin entre la décision de distribution du dividende, les calculs du dividende, la répartition notamment quand on a une pluralité d'associés. Voilà, on aura quand même quelque chose qui sera calculé automatiquement via la technologie blockchain en fait. Il y aura aussi une certaine anonymisation possible, un anonymat possible pour le porteur qui veut rester anonyme. On peut aussi par exemple paramétrer le pack d'actionnaires dans une STO. Donc c'est une complexité énorme, un pack d'actionnaires. Il peut avoir plein de clauses un peu étonnantes et on peut paramétrer pour que ça soit fait automatiquement, donc on ne puisse pas passer outre ce pack puisque tout est inclus dans la STO. En fait, chez Cryptom,
on s'est dit qu'il y a un problème en France qui est manque de financement dans les startups et dans les PME. Au niveau global, on sait que c'est un des sujets économiques, politiques les plus importants, comment on finance les PME en France. Pourtant, il y a de l'argent, il y a pas mal d'institutionnels qui ont de l'argent. Et on s'est dit, pourquoi il n'y a pas cette rencontre entre ces deux mondes, entre les investisseurs plus traditionnels, les institutionnels et les PME? C'est le manque de liquidité qui est bloquant, puisque ces gens-là, ils ne peuvent pas se permettre de rentrer dans des produits non liquides et qui présentent des attraits un peu moins bons que certains produits cotés. Donc on a réfléchi à un moyen d'apporter de la liquidité et de la flexibilité aux levées de fonds classiques, et on a fait quelque chose d'hybride entre l'ICO et l'IPO, qu'on a appelé ITO. Donc c'est finalement légalement une ICO, sauf qu'on a appliqué toute la philosophie des IPO avec une sorte de prospectus AMF simplifié qu'on a appelé white paper, qu'on fait auditer par un commissaire aux comptes, un cabinet d'avocats et une agence d'assurance. Les levées de fonds sont en euros. Pour la startup, c'est dilutif. Elle a juste à faire une augmentation de capital, on s'occupe du reste. Et pour l'investisseur, c'est un investissement en jetons. Ils reçoivent des jetons qui sont liés à la valeur des parts, donc il y a un vrai sous-jacent. Et ils ont accès à un marché secondaire juste à la fin de la levée, où ils peuvent revendre quand ils le souhaitent. Et lors d'un événement de sortie, par exemple, si la boîte se fait racheter, leurs jetons pourront être revendus sur le marché secondaire et ils toucheront la même plus-value que comme s'ils étaient rentrés en direct sur la startup. Donc c'est vraiment, on a essayé de trouver les avantages de tous les mondes et de créer un produit flexible qui reprend un peu tout ça. On a levé des fonds pour notre première société qui était Taco, une application qui permet de réserver des taxis licenciés comme quand vous réserviez un Uber, donc, sauf que c'est des vrais taxis. On a levé 475 000 € pour eux. Donc cette entreprise a reçu son argent suite à ça, a fait une augmentation de capital, a émis les parts, et les personnes ont reçu des jetons qui sont liés à ces parts et qui sont échangeables sur notre marché secondaire. Il y a déjà eu des ventes, des échanges, et donc il y a déjà eu des personnes qui ont trouvé de la liquidité, ce qui est assez inédit, puisque dans une start-up comme ça, vous restez bloqué en moyenne 5, 6, 7 ans. Et il y a déjà des gens, un mois après, qui sont revendus et d'autres qui ont racheté. Donc voilà, on essaie de débloquer un peu la situation en utilisant la technologie blockchain qu'on trouve très intéressante, mais en appliquant quand même la philosophie IPO qu'on trouve quand même bien faite dans sa pensée initiale. Et ce qui est aussi intéressant, aussi en tant que particulier investisseur, pas forcément en tant qu'entreprise investisseur, c'est qu'on peut investir dès 1 euro. Donc déjà, on investit en euros et pas en crypto-monnaie, donc déjà ça, c'est quand même hyper intéressant. Mais dès 1 euro, vous pouvez très bien aller sur la plateforme Krypton. Vous avez un projet qui vous intéresse. Donc si par exemple le projet Taco vous intéresse, vous pouvez mettre 1 euro dans le projet. Et il n'y a pas d'obligation de mettre des centaines de milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros. Donc ça permet aussi à des entreprises de pouvoir plus facilement avoir peut-être une diversité aussi alors pas vraiment d'actionnaires, parce que pour le coup, c'est pas du tout ça, mais d'avoir une diversité de fonds, de détenteurs, qui lui permettront aussi de lever peut-être un peu plus de fonds que ce qu'il aurait pu anticiper avant. Côté cadre légal prospectif, donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. On a la loi PAC qui vient enfin d'être votée. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait, celle-là. Grosso modo, on va pas revenir, comme je vous ai dit. Donc, vous avez les grandes lignes sur les slides suivantes. Vous avez sur le plan comptable, la réglementation comptable, vous avez le règlement de l'ANC, un règlement de l'ANC qui est sorti en octobre dernier. Vous avez sur le point fiscal la loi de finances 2019 qui a précisé certaines choses, mais qui a malheureusement pas tout précisé. Mais qui a permis d'apporter déjà un cadre un peu plus précis sur la fiscalité applicable aux plus-values réalisées par les particuliers. Et on a la loi Pacte qui vient enfin d'être votée, qui n'est pas encore promulguée, qui permet d'avoir aussi un cadre un peu plus fixe. Donc, comme je vous disais, réglementation comptable. Donc grosso modo, ce qu'il faut ressortir, c'est que le règlement ANC a voulu apporter quelques précisions sur la documentation qui doit être fournie, donc le white paper. Il faudra faire très attention à la façon dont est rédigé un white paper, puisque sous réserve de la façon dont il décrit le token, une réglementation comptable, puis potentiellement fiscale et juridique pourra avoir lieu. Donc il faudra faire très très attention à comment est rédigé ce document. Vous avez une comptabilisation qui est précisée selon le type de jeton, selon le type de service qu'on peut avoir. Donc, si on est sur du ICO, on reste sur du titre financier. Donc, on a il faudra juste comptabiliser l'ICO comme un titre financier. Côté émetteur, côté souscripteur, on en verra après. Si on est sur de l'ICO dette, le comptabiliser comme de l'emprunt, la dette assimilée. Sur l'ICO utility, donc de l'ICO qui permet d'obtenir un bien ou d'utiliser un service.
On sera sur du produit constaté d'avance. Pour tout ce qui ne rentre pas dans ces cases, on sera sur du produit tout court, donc on aura une taxation l'année N. Pour le STO, pour l'ITO, on en reparlera un peu plus tard. Et côté souscripteur, sous réserve de l'intérêt qui est apporté par le souscripteur, soit on aura une immobilisation qui pourra être faite du token, soit sinon on le classera directement au trésor. Côté réglementation fiscale, donc là on avait eu un débat en milieu d'année puisqu'on avait le Conseil d'État qui avait refusé l'interprétation fiscale qui avait été prise par la doctrine, enfin par l'administration fiscale tout simplement, qui voulait taxer l'intégralité des revenus, des plus-values qui étaient faites notamment sur les crypto-monnaies. La loi de finances est revenue sur ces questions pour effectivement suivre le Conseil d'État sur le régime fiscal applicable à tout ce qui est gain sur actifs numériques, donc actifs numériques ICO compris, donc pas que sur la crypto-monnaie. On avait eu dans les premières versions une réglementation fiscale proposée aussi pour les entreprises, qui malheureusement n'a pas été confirmée, elle a été supprimée par le Sénat et n'a pas été réintroduite par l'Assemblée nationale. Donc on sait ce qui se passe côté particulier, on ne sait pas ce qui se passe côté entreprise, enfin côté investisseur entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les échanges, donc si vous échangez un Bitcoin contre un ICO contre une autre ICO, un ICO contre un Litecoin, un Bitcoin contre un Ethereum, on considère que c'est un échange, toutes les exchanges ne sont pas taxables. Donc ça, c'est déjà des choses qui sont intéressantes. Par contre, on aura une taxation des plus-values. Donc, si vous retransformez en monnaie fiat, donc en monnaie, en euros, en dollars, un actif numérique, là, vous aurez un système de taxation. Bon, l'Assemblée et le Sénat nous ont fait un calcul assez particulier. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut appliquer les règles de calcul qui sont proches au PEA. Donc, on n'aura pas un système de plus-value classique. Vous avez acheté une ICO, par exemple, à 10 000, vous la revendez à 20 000. Vous n'aurez pas forcément une taxation sur une plus-value 10 000. Ou pire que ça, vous revendez, vous l'avez achetée à 20 000, elle vaut 10 000 après. Vous avez une moins-value, mais peut-être qu'au final, cette moins-value, vous ne pourrez pas la constater fiscalement et vous pourrez même être taxé sur une plus-value. En fait, on va regarder l'appréciation générale du portefeuille. Je vous passe, c'est des détails, c'est des calculs qui sont assez particuliers, mais ce qui doit ressortir quand même de la question principale, c'est que si votre portefeuille a augmenté ou a diminué au moment d'une sortie d'un actif, donc d'une reconversion d'un actif numérique en euros, vous allez avoir une taxation. S'il y a une plus-value, donc si votre portefeuille a augmenté, ou une moins-value, donc non taxable, non déductible, non déductible sur d'autres types de revenus similaires. Si vous avez une sortie, grosso modo, vous avez une moins-value qui n'est pas reportable, qui sert malheureusement à pas grand-chose, puisque vous pouvez l'appliquer que sur de la plus-value similaire, sauf que comme on calcule à la fin de l'année, ça reste des choses qui sont assez particulières. Mais bon, bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ICO n'étant pas qualifiables d'actifs numériques, donc on n'est pas dans des situations qui sont similaires. Donc on n'aura pas une taxation actif numérique, mais on aura une taxation classique comme des titres financiers classiques. Tout l'objectif, c'était de simplifier la chose, que ce soit pour la start-up ou pour les investisseurs particuliers. Donc pour la start-up, une ITO, c'est simplement une augmentation de capital. Elle n'a rien besoin de faire d'autre. C'est Krypton et Volt qui s'occupent de toute la complexité qu'il y a au milieu. Et pour l'investisseur, c'est dès 1 euro, il peut acheter des jetons. Il ne se pose pas la question d'un investissement en direct qui est très lourd, où il y a plein de documentation. Lui, il achète ses jetons qui sont liés à la valeur départ. Il touche bien la même plus-value en cas de rachat de la boîte. C'est juste que c'est un acte, c'est 2 clics, alors qu'en rentrant en direct sur une boîte, déjà, il faut connaître une startup qui lève des fonds. Il faut être dans son réseau un peu fermé. Et c'est assez complexe. Il y a pas mal de papiers à remplir. Et suite à ça, on est bloqué. Donc tout l'intérêt de Krypton, c'était de simplifier les deux côtés, qui est pour l'augmentation de capital pour la boîte et l'investissement, l'acte d'investissement pour l'investisseur. Déjà, je voulais remercier tout le monde de votre attention, parce que je vois beaucoup de têtes qui hochent, et je vois pas mal de questions dans certains regards, donc je pense qu'on a pas mal de choses encore à partager, on a encore pas mal de choses à apprendre. Nous, on a pensé le projet Krypton pour aider les startups et les PME qui en ont le plus besoin à trouver des financements, donc aller dans des régions, pour nous c'est génial, puisque on est à Paris, et à Paris, il y a pas mal de business angels et les boîtes ont souvent accès à des financements. Et nous, notre produit a été pensé pour les belles boîtes en région, parce que c'est d'aussi belles boîtes qu'à Paris, sauf que l'accès est un peu plus difficile. Donc on est toujours ravis de se déplacer. À chaque fois qu'on nous propose en région, c'est toujours un oui instantané, puisque notre offre a été pensée pour donner du financement aux belles boîtes pour qu'ils se développent. Donc non, merci pour l'invitation. On est toujours ravis d'être là et je serais ravi de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Bon.
Bon, très rapidement, merci à Marc d'être venu nous parler de tout ça, qui va nous permettre de viser à ce que Nantes reste toujours à la pointe de ce qui se fait en matière de levée de fonds, d'innovation. Voilà, un grand merci.